Chaque fonction ressources humaines répond à des métiers spécifiques à l'intérieur des départements ressources humaines. Évidemment, les grandes entreprises, dans les grandes entreprises, vous allez permettre, dans les grandes entreprises, vous pourrez connaître de façon séparée chaque fonction ressources humaines. Mais dans les petites entreprises, vous serez la seule personne qui va embrasser tous ces métiers. On recommande très souvent aux gens d'embrasser tous ces métiers. Quand vous êtes assistant, c'est une bonne opportunité. Vous gérez l'administration, vous faites le recrutement, vous faites la formation. Et là, vous vous développez, vous rentrez dans toutes les fonctions ressources humaines. Et puis, quand vous rentrez dans des sociétés plus grandes, vous vous spécialisez. En ce moment, ça vous donne des prédispositions pour être DRH. Parce qu'un directeur des ressources humaines, il doit connaître toutes les grandes fonctions. Il doit être à mesure d'intervenir dans chaque activité liée aux ressources humaines, à la gestion des hommes. Ce n'est pas parce que je suis spécialiste de la formation, je suis DRH aujourd'hui, je dis bon, quand il y a un problème sur l'administration, non, allez-y voir, monsieur le père là. Alors, venez me rendre compte. Or, dans la gestion des hommes, même si vous déléguez, vous devez être à mesure de contrôler, évaluer. Je vais préparer pour vous 8 vidéos cet après-midi, ce sera super intéressant. Les vidéos vont parler, moi je ne vais pas parler, vous allez regarder les vidéos, on va les passer. Une fois, 2 fois, 8 petites vidéos. Et à la suite des vidéos, on va échanger avec les uns les autres. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ok? Les vidéos vont vous retracer les fonctions ressources humaines. On va échanger. Et samedi, nous allons décortiquer chaque fonction. En quoi est-ce qu'il consiste? Qu'est-ce qu'on fait dans les fonctions? Et puis, après les semaines à venir, chaque fonction sera maintenant détaillée correctement avec toutes les étapes. Par exemple, le recrutement. Si vous devez recruter, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, juste après l'introduction à la gestion des ressources humaines, la semaine prochaine, nous allons voir le recrutement. Et là, ce qu'on va vous donner, c'est du prêt à consommer, oui. Partie de l'idée, l'élaboration de la fiche de poste, l'élaboration du profil de poste, la grille de sélection des CV, la rédaction de l'annonce, la collecte, le tri, la mise en place des tests psychotechniques, des tests métiers, la préparation de l'interview, la grille d'évaluation des candidats et le modèle type anglo-saxon que nous utilisons ici pour faire l'entretien. On ne prend pas un document, une feuille vierge, et puis on dit bon, client, allez passer participant un ou l'autre. C'est faux. Si vous recevez 10 participants, vous devez poser 10 fois les mêmes questions. Ah oui. Et si vous n'avez pas une méthode opérationnelle très, très équitable, vous allez biaiser. Parce que si vous changez de question, automatiquement, c'est fini. Hein? Vous n'avez pas, les enjeux ne sont plus les mêmes. Et chaque question répond à un comportement qu'on recherche. Et ce comportement, tous ces comportements ressortent dans la grille du profil de poste. Donc en amont, vous allez voir tous les outils qui vous permettent de déboucher sur l'entretien. Et quand vous allez sortir de cette salle la semaine prochaine, vous n'allez plus jamais dire bon, je dois faire un recrutement, appelez-moi 10 personnes, je les reçois la semaine prochaine. Non. L'entretien est un moyen d'évaluation. L'entretien n'est pas le seul. Vous avez les tests psychotechniques, les tests d'intelligence générale, les tests de personnalité. Oui, vous avez les tests de langue. Vous avez maintenant les tests métiers. Vous voulez recruter une assistante. Qu'est-ce que vous faites? Il faut savoir, par exemple, si elle a la prise en pile des notes. Comment vous allez faire ça? Vous la mettez en situation réelle. C'est ce qu'on appelle l'assessment center. Vous avez utilisé une méthode d'évaluation qui s'adapte à la réalité. Vous voulez recruter un chauffeur. Vous le mettez en situation réelle directement sur l'autoroute, étant dans la voiture. Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord tester sa connaissance du code de la route. Test écrit, test oral. Ensuite, vous allez lui demander dans le parking, monter, démarrer.
sortez, j'observe, faites le tour. Ce n'est qu'après que vous soyez convaincu que ces éléments de base ils maîtrisent, ok, prenons l'axe de nous. Mais si vous ne choisissez pas le test, vous le prenez, vous dites, allons-y sur l'axe de vous n'allez plus jamais le maîtriser. Mais c'est ça la réalité. Vous voulez recruter un commercial, ok, qui doit vendre des bouteilles d'eau à Yaoundé, c'est son marché. Le centre, le sud et l'est. Vous savez ce que vous faites? Vous commencez par faire un test de langue en anglais. Vous dites, ok, moi mon commercial, je vais commencer par un test en anglais. On vous pose la question pourquoi vous dites c'est comme ça. J'ai vu faire ça. Josiane a fait ça dans le cabinet de Josiane, dans son bureau. Quand on doit recruter les gens, on fait des tests en anglais. Ah bon? Ce monsieur va vendre à des clients francophones. Il fait le sud, l'est. En quoi est-ce que le test en anglais est important, pertinent pour ce monsieur? Vous voulez recruter ce gars pour faire la vente? Vous lui faites une dictée comme test. On dit voilà, mais c'est la réalité. Hein. C'est ce qui se passe. Hein. Alors, pour ce monsieur, la première des choses à faire, il faut lui faire par exemple un test d'aptitude métier. Il y a des tests adaptés pour les commerciaux. Il faut s'assurer qu'il a la fibre commerciale d'abord de base. Ensuite, la connaissance du marché, de l'environnement. Ok? Parce qu'un commercial, s'il n'a pas une connaissance de l'environnement du marché, ça ne sert à rien. Et il faut s'assurer que ce monsieur est en mesure de vous faire des rapports. Il faut s'assurer que ce monsieur a une capacité argumentaire, qu'il peut arriver à vendre quelque chose à quelqu'un. Moi, si j'ai un commercial de ce genre, que je dois recruter pour un cabinet ou pour une entreprise, je ne commence pas par les tests psychotechniques. Je prends 2 ou 3 objets, alors au marché central, vends-moi ça. Vends-moi cette bouteille à 1000 francs. T'en as 10, vends-la, je m'assois et puis j'observe. Je me souviens quand je faisais ma formation FNU, on passait des vidéos. Il est arrivé pour un entretien, effectivement, toujours commercial. Donc, c'était toutes les questions, je vais dire, entre guillemets, classiques. Et le monsieur, je finis à la fin, il dit, vendez moi ce stylo. C'est tout. Tout simplement. C'était la conclusion de. Parce que c'était la fin de l'entretien, vendez moi ce stylo. Et c'était au candidat de. Il a besoin de ça, c'est ça. Il pourra argumenter. Moi, je n'ai pas. Il a besoin du point de l'avantage 1, l'avantage 2, l'avantage 3. Moi, je n'ai pas l'avantage 2, mais j'ai un avantage 4 qui peut faire la même chose et plus. Prise en compte du besoin, matching du besoin du client avec les forces de ton produit. Ensuite, présentation de ce que tu fais, comparé à ce qui est sur le marché. Le marché vous donne temps, mais moi je vous donne temps, plus temps. Ouais, vous-même, je vous laisse réfléchir. Voilà un peu, c'est des petits exemples de prends. Donc pour que vous puissiez maîtriser la fonction ressources humaines, on revient maintenant à notre cours d'aujourd'hui, l'introduction de la gestion des ressources humaines. Il faut que vous compreniez chaque activité. Les activités dans les ressources humaines s'appellent des fonctions. Vous aurez la rémunération, l'administration du personnel, la paye, n'est-ce pas? Vous aurez la formation, le recrutement, la gestion des performances, l'évaluation. Et à côté de tout ça, comme nous faisons ce programme pour vous amener à prendre assez d'aisance et de la compétence pour pouvoir gérer des situations qui sont réellement des situations managériales, on a mis au-delà des fonctions des métiers opérationnels, j'ai mis 2 cours, un cours sur la stratégie et un cours sur l'élaboration et la gestion du budget. Parce que vous allez le faire. Ah oui, oui, vous allez le faire. Vous êtes amené en tant qu'assistant à monter et être responsable des ressources humaines. Si vous ne savez pas mettre en place un petit budget, il y a un problème. C'est le bonus. C'est le bonus que j'ai mis, le fameux bonus. J'ai mis 2 bonus sur la formation. Parce que pour moi, un responsable des ressources humaines doit être en mesure de parler devant un conseil d'administration. Aller devant un conseil d'administration, devant une direction générale, c'est prendre, mettre en place un projet, aller argumenter. La plupart du temps, quand vous finissez de présenter un plan d'action, la question qu'on vous pose,
C'est combien? Ça coûte combien? Et si vous n'êtes pas en mesure de monter de façon opérationnelle ces éléments et présenter de façon logique, quand vous commencez, on vous dit non, on n'est pas à l'aise avec les chiffres là. Ok? C'est pourquoi je vous ai mis ce petit croissant dessus. On ne va pas rentrer dans des thématiques historico-historiques pour parler du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, parce que c'est né réellement au XVIIIe siècle avec la révolution industrielle. On ne va pas élever là, on va parler des grandes tendances. Ensuite, vous allez mieux appréhender les différentes fonctions. Ok? Savoir quelles sont les fonctions de ressources humaines. Après, vous serez à mesure d'établir le champ d'action de la fonction de ressources humaines. Jusqu'à quel niveau un responsable de ressources humaines peut intervenir. Un responsable de la formation peut intervenir. Vous allez comprendre ça clairement. Et puis établir l'interrelation entre les différentes fonctions. Une fois qu'on a vu les différents objectifs de ce module, on va passer maintenant aux différentes vidéos. Dans le cadre de mes formations, j'utilise beaucoup de vidéos et des outils opérationnels. Récapituler, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'introduction GRH et les différentes fonctions de la GRH. D'accord. Sérieusement, la paie, la formation, les avantages sociaux. Merci, ça c'est bien. Alors, on va schématiser, on va simplifier pour que tout le monde puisse avoir une idée très claire de ce qu'on a, ce qu'il y a à faire, ce qui nous attend. On va prendre point par point les différentes fonctions. Ok? Je vais faire passer comme ça, chacun va me dire quelque chose. Alors, dans l'introduction générale à la fonction des ressources humaines, quelle fonction tu aimes bien? La fonction de rémunération. Ah, c'est une belle question. Tu es là aussi? Hein? C'est une histoire capable. Ok, on va mettre les fonctions RH, d'accord? Il est important que vous sachiez les limites de votre activité pour mieux rentrer dans l'activité. C'est pourquoi ce cours il est fait. Que vous soyez en licence, que vous soyez en master 1, il y a toujours un cours d'introduction à la gestion des ressources humaines. C'est pour vous permettre d'appréhender totalement. Ok? Alors, elle a dit la fonction rémunération. D'accord? D'accord. Recrutement, ça doit te plaire le recrutement. Tu aimes bien? J'aime bien. Ah ah! Formation. Oh! La formation. La formation. Marie? Moi, je voulais dire la grande fonction développement. La fonction de développement C'est ce qu'elle a- qui prend en compte. Entre dans la formation, qui prend en compte la formation. Oui. Et le recrutement. Et ça, vous êtes dans des entreprises de grande taille. Il ne peut pas avoir de formation si on ne recrute pas. Si les deux entités ne travaillent pas la main dans la main, celui-ci va recruter des bras tordus. Et quand c'est des personnes, vous avez recruté les mauvaises personnes, quel que soit le type de formation, il est très difficile de les ajuster. Oui, c'est important. Oui? Il y a aussi la formation qui va avec le recrutement et je vais dire l'évaluation. L'évaluation, elle dit l'évaluation est un outil. Dans quelle politique est-ce qu'on met l'évaluation? Ça commence par P. Gestion. La performance. On va voir ça. On va voir ça de façon détaillée et je vais vous donner un modèle d'outil de gestion des performances, un modèle du scorecard qui est en réalité les 5 leviers sur lesquels repose toute entreprise qui performe. C'est parti d'une étude de l'université de Harvard. Ils ont étudié des entreprises qui fonctionnent bien et ils se sont rendus compte qu'il y a 5 leviers qu'il faut prendre en compte pour que l'entreprise fonctionne bien. C'est de là qu'est né ce qu'on appelle le modèle du scorecard. Et tout processus de gestion des performances et de contrat de performance, pour qu'il soit opérationnel, il doit reposer sur les 5 leviers, au moins.
Donc on ne décide pas comme ça un contrat, des objectifs. On ne fixe pas les objectifs comme ça, c'est faux. Je vais vous montrer étape après étape, levier après levier, comment est-ce qu'on mesure le poids de chaque levier et comment est-ce qu'on intègre les objectifs et comment est-ce qu'on construit la structure d'un objectif. Est-il composé de quoi? Nous allons voir ça en détail. Ok? Donc on a dit la gestion des performances, bien dit. Qui d'autre? On a la paie et l'administration du personnel. La paie va toujours avec l'administration du personnel. La paie est un outil qui intervient, qui permet d'implémenter toute la grande théorie de la rémunération. Mais en réalité, la paie est une activité de l'administration du personnel. Ok? Donc on aura paie et administration. Vous allez entendre gestion administrative. Système d'information des ressources humaines. Alors, il y a une autre fonction. SIRH, la fonction, le système d'information des ressources humaines, on l'intègre à une autre fonction, à une grande famille qu'on appelle une fonction. La fonction information et communication. Vous allez voir dans la communication interne, on va parfois coupler les systèmes d'information. Vous savez que la communication interne, dans les grandes entreprises, fait partie de les ressources humaines. On ne peut pas parler au personnel sans prendre avis du DRH. Parce qu'il y a une manière de parler au personnel. Et croyez-moi, il y a une guerre aujourd'hui entre le département communication, le département marketing et le département ressources humaines. Mais vous allez voir, la plupart des multinationales mettent une emphase sur l'interaction entre tous les départements qui font la communication et la direction des ressources humaines. Il est important, quand vous devez envoyer un courrier à toute l'entreprise, que les gens aient un regard sur ce que vous avez dit et comment vous allez le dire. C'est fondamental. Parce qu'un petit mot mal placé peut créer une étincelle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va voir le système d'information des ressources humaines et la communication interne. Alors, il y a une fonction que vous n'avez pas encore donnée, qui est importante. Un des consultants a dit la gestion de la carrière. La gestion de la carrière. Ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, on parle des talents, la gestion des talents. La gestion des talents n'est pas une fonction. La gestion des talents, c'est une technique, c'est un outil de gestion stratégique. Parce que les talents sont inclus dans les différents processus de la compétence. Ça, la compétence n'est qu'une résultante de la pratique opérationnelle qui permet d'acquérir ce qu'on appelle, on dit, ce monsieur a de la compétence. Il a de la compétence parce qu'il en a fait. Parce qu'il a fait, parce qu'il a refait. Ok? Alors qu'un talent peut être inné. Comme un talent peut jaillir à partir de la pratique opérationnelle. Donc c'est d'abord une partie de prédisposition naturelle. Alors qu'une compétence peut se créer, elle s'apprend, elle se développe. C'est ce qui fait la différence entre le talent et la compétence. Un gars peut être compétent, mais pas talentueux. Parce qu'il sait le faire, il a appris à le faire. Mais une autre personne peut être talentueuse. Elle fait la même chose, mais elle l'a fait d'une autre manière, avec quelque chose qui sort de l'ordinaire, extra. Quand vous avez 10 enseignants, ils vont vous dire la même chose, pour la même matière, les mêmes informations. Mais tous ne vont pas, vous n'allez pas ressentir cette envie d'écouter avec les yeux hagards. Vous avez faim de la connaissance, vous avez soif de l'apprentissage. Mais par contre, d'autres enseignants vont se mettre là, dès qu'ils vous disent 2 ou 3 mots, vous commencez à trouver des arguments, vous voulez même fuir la salle. Tous ont la compétence pour enseigner, mais tous n'ont pas le talent. C'est ça la différence. Vous allez tous sortir peut-être des responsables ressources humaines demain, mais ceux qui y mettront de la passion et qui feront jaillir leur talent seront les meilleurs. C'est la différence. Les fonctions RH, la rémunération, le recrutement, la formation, la gestion des performances, la paie, le système d'information des ressources humaines, la gestion des carrières. Alors, on va essayer d'expliquer point par point. OK? Et demain, nous allons avoir plus de temps pour voir chaque fonction. D'accord? Évidemment, demain, on va la voir chaque fonction.
Mais on ne va pas la développer assez, puisque nous sommes dans l'introduction, puisque toutes ces fonctions vont faire l'objet des ateliers proprement dit. Voilà. Alors, je voudrais qu'on commence par ça, le recrutement. Quand on vous dit le recrutement, ça ramène à quoi selon vous? C'est l'acquisition de nouveaux employés. C'est quoi? Quand on dit recrutement, on fait allusion directement à l'acquisition de nouveaux employés. Vous savez qu'on peut recruter en interne. Donc, quand on dit recrutement, il faut voir les axes. On recrute à partir d'où? En interne ou en externe. Mais il faut toujours privilégier le recrutement interne jusqu'à ce que vous n'ayez pas la compétence, que vous cherchez la compétence à l'extérieur. Maintenant, si le recrutement repose sur une stratégie d'apport nouveau, de connaissances nouvelles, parce que parfois il arrive que vous aviez envie d'avoir de nouvelles personnes qui réfléchissent autrement, qui ont d'autres approches, en ce moment vous recrutez à l'extérieur. Mais si c'est pour une continuité de compétences, il est mieux de développer les ressources en interne. Donc, quand vous entendez le recrutement, ça vous ramène à quoi? Premièrement, il faut qu'il y ait un besoin exprimé. On est d'accord? Et le besoin doit répondre à une évolution stratégique. Parce que le besoin, on ne le fabrique pas. Ça, il faut le connaître. Il faut qu'il y ait un besoin réel. Un poste à pouvoir répondre à un objectif de performance. Oui ou non? Ça doit apporter une valeur ajoutée. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, une fois que le besoin s'exprime, on va aller voir automatiquement qu'est-ce que cette personne ou cette ressource va faire, son rôle, sa fonction, ses activités. D'où le fameux outil, le premier outil que moi j'appelle l'alpha et l'oméga dans le processus de recrutement ou le processus même de vie de l'employé, c'est la fiche de description de poste, la fiche de poste. Vous allez entendre parler de fiche de poste, profil de poste. Il y a une confusion totale. La fiche de poste, c'est répondre à la question qu'est-ce qu'il doit faire, le quoi? Qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses tâches? Quelles sont ses activités? Une fois qu'on a la fiche de poste, on va décliner le deuxième outil qu'on appelle le profil de poste. Le profil de poste, c'est quoi? Le quoi, fiche de poste. Le qui. Qui va faire quoi? Celui qui va occuper ou celle qui va occuper ce poste de secrétaire, comment est-ce qu'elle doit être? Le profil de poste me permet de visualiser cette personne. Mon assistant doit parler parfaitement l'anglais, par exemple. Mon assistant doit être courtoise. Mon assistant doit être souriante. Mon assistant doit être quelqu'un qui a une culture générale, qui a une compréhension. Mon assistant doit être une dame intelligente. Mon assistant doit être une dame qui sait s'organiser. Mon assistant doit être une dame qui a la facilité de communication écrite et verbale. Est-ce que la fiche de poste vous dit ça? La fiche de poste va vous lister l'ensemble des activités qu'il doit faire. Et le profil de poste dit, pour que cette personne puisse faire ce travail, il faut qu'elle soit comme ceci. Et ce sont ces variables. Et dans le profil de poste, on aura ce qu'on appelle les compétences obligatoires, mandatory, et les compétences additionnelles. C'est-à-dire, si l'individu a ces compétences en plus, tant mieux, c'est bon. Mais il y a des compétences pour lesquelles on est intolérable. S'il n'a pas, on le barre. Ce n'est qu'après avoir établi cette fiche de profil de poste qu'on arrive à la grille de sélection de CV. La fiche de profil de poste peut avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 critères, ça dépend. Mais dans la grille de sélection de CV, on va aller prendre 3 ou maximum 5 critères du profil de poste qui va nous servir de grille de sélection des CV. Si une fois que la grille de sélection des CV est faite, elle va nous permettre de lire en 3 secondes un CV. On ne va plus la lire comme le CV, on va plus le lire comme on lit un journal. Ce sont les éléments, les points qu'on a mis en exergue, qu'on recherche dans le CV. Cette dame, cette assistante, pour qu'elle soit parfaitement une bonne assistante, il faut qu'elle ait une licence en lettres bilingue, par exemple. Parfaitement bilingue. Il faut qu'elle ait une expérience de 5 ans en multinationale dans un pool de secrétariat. Il faut que je retrouve ça là. Ok.
soit une dame âgée de moins de 30 ans, parce qu'elle va bouger beaucoup, elle va interagir beaucoup. C'est des éléments que je peux détecter aussi facilement dans le CV. Ok? Donc, une fois que j'ai ces éléments, au niveau même de la grille de sélection des CV, je vais maintenant formuler mon annonce à partir des critères que je définis dans le profil de poste et dans la grille de sélection des CV. Donc, on n'écrit plus une annonce comme ça. En fait, l'annonce est précise, concise, qui reprend les éléments du profil de poste. Simple. Moi, j'aurais parlé que formuler l'annonce. Jamais. Vous vous trompez. La démarche opérationnelle de recrutement est scientifique. Une fois que je finis, et encore, avant même de rédiger l'annonce, à partir du profil de poste, je vais définir les outils d'évaluation que je vais prendre. Est-ce que je vais prendre un assessment center comme outil? Est-ce que je vais faire un test psychotechnique d'intelligence générale, un test psychotechnique de langue, un test d'aptitude métier, etc. Parce que quand je finis d'établir mon profil de poste, toute la démarche découle de là. Pour que je puisse avoir ce type de personne, il me faut évaluer par tel poste, faire tel exercice, faire ceci. Je cherche un commercial qui a une aptitude à communiquer, un commercial qui sait vendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place un test technique de vente directe, où je vais chercher ceci, je vais chercher cela. Mais si je n'ai pas mis en place ces critères dans la grille de profil de poste, je ne pourrai pas. Et ce n'est qu'après ça que je rédige mon annonce. Et une fois que je lance l'annonce, je collecte les CV, j'ai l'élément de tri. Quand je lis les CV, je fais le premier tri. Dès que je fais le premier tri, si j'ai des CV qui sont intéressants, mais dont j'ai des doutes sur certains points, je fais ce qu'on appelle le premier, l'appel téléphonique. Oui, pour être fixé. Vous pouvez voir un CV superbement fait. Vous avez quelqu'un appelé en chambre. Vous appelez. Vous avez besoin d'une assistante qui est, je peux dire, disponible. Ok? On vous dit disponible totalement, 100%. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le CV, vous appelez samedi soir. À 22h, c'est tout. Vous allez voir comment ils vont vous répondre. C'est qui? Naou? C'est fini, vous classez. C'est clair, c'est fini. C'est fini. Moi, je le fais souvent. Quand j'ai des personnes, si le client met l'emphase sur la disponibilité, je peux vous appeler un dimanche à 6h du matin. À partir du moment où vous avez soumissionné pour des postes, vous cherchez du boulot et que vous avez défini votre profil de personnalité, à tout moment, ce profil doit coller avec ce que vous êtes. Clair. Quelques collègues me disent non, c'est un peu trop dur, le gars est du privé, je dis ouais, mais son poste, on dit disponible 24 heures sur 24 et il est payé en conséquence. Il y a des partenaires qui viennent des États-Unis pour un gros marché de 4-5 milliards, on a besoin de vous, on vous appelle un dimanche à 8h du matin, prenez pas, je dois aller à l'église, non, il faut que je gère ça. Vous voyez bien que ça sonne sur le bureau, vous ne prenez pas. Mais évidemment, si vous n'êtes pas prédisposé, vous n'allez pas faire. Mais même si vous devez aller prier vos dieux, vous allez prendre, discuter avec vos boss, vous dire bon, ok. Et puis, vous pouvez annuler cette messe, aller faire l'activité et faire une messe de nuit. La messe d'après est rattrapée. Parce que tant que vous n'avez pas cette activité, si vous n'avez plus rien, vous n'êtes rien. Et si vous devez payer votre dîme, il faut bien que vous travaillez. Mais bien sûr, non? Payer la dîme comment? C'est ça? Ok? Alors, une fois qu'on a ça, on a sélectionné les tests, on a fait l'annonce, on a collecté les CV. Ensuite, on va faire le tri et on va passer maintenant à l'ensemble des tests qu'on a mis en place. Les tests, on ne les crée pas quand on a reçu les CV. Quand on a fini le profil de poste, on met en place les tests. Et une fois qu'on a fini les tests, je vous recommande, n'allez pas directement à l'entretien. N'allez pas directement à l'entretien. L'entretien ou l'interview est un test comme tout autre. Il est recommandé de croiser 2 ou 3 tests pour vous assurer et réduire la marge d'erreur. Un individu peut arriver à un entretien et vous bluffe. Fini. Vous tombez dans le panneau. Vous le recrutez demain pour faire un rapport. Oh là là. Ça vient le rapport? Oui, madame, ça vient. Oui, madame, ça vient de 8h à 17h. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, madame,
Vraiment, le PowerPoint classique à l'école qu'on avait vu ça. C'est pourquoi, quand vous allez évaluer le profil de poste, s'il y a des éléments techniques, informatiques, des outils spécifiques ou des compétences spécifiques, il faut le faire en test réel. Ce monsieur va utiliser des outils comme Excel, comme Word, etc. Faites le test réel. Ce monsieur va utiliser des outils comme PowerPoint, faites le test réel. Ce monsieur doit conduire une voiture, ne faites pas juste une interview. Passez-le à l'Assessment Center en mise en situation réelle. C'est fondamental. Il est mieux de coupler 2, 3, 4 tests et vous assurer des résultats au fur et à mesure, ok, que de prendre un seul test et après la marge d'erreur est très très élevée. Votre marge d'erreur à recrutement doit être tout au plus 10-15% maximum. Quand vous allez au-delà de 20% de marge d'erreur, c'est pas bon. Ok? C'est bon? C'est bon? C'est compris? Et une fois qu'on a fini les tests, on a fait l'interview, on va faire le rapport, on va vous montrer le modèle de rapport. Et donc, vous allez avoir votre modèle de rapport, vous faites le rapport. Mais une fois que vous avez fini le rapport, vous avez communiqué sur les résultats. Il y a un élément qu'on doit prendre en compte. Lorsque vous allez faire les interviews, ne soyez pas seul membre du panel. Les ressources humaines doivent se faire accompagner d'un des responsables du département opérationnel demandeur du candidat. Nous savons évaluer la personne. Nous savons évaluer le profil psychologique. Nous savons percevoir quelqu'un qui est aligné avec les valeurs en tant que responsable de ressources humaines. Mais nous ne savons pas évaluer un comptable. Nous n'avons pas la compétence nécessaire pour évaluer un responsable marketing, un spécialiste de la publicité ou un infographe. Il faut prendre un membre du département en charge, un membre du département, de préférence un des chefs du département qui va vous aider dans ce domaine. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas de la magie. C'est vraiment des attitudes en ressources humaines. Vous suivez ce qu'on vous dit, vous le faites. Vous allez vous tromper la première fois, la deuxième fois, après c'est fini, ça va couler. Et croyez-moi, vous allez pouvoir parler pendant des heures comme moi je le fais, sans le voir. Parce que vous allez le pratiquer, ça va devenir une seconde nature, c'est tout. La méthodologie, les procédures, on ne triche pas avec. Et elles sont universelles. Ce que je vous dis, vous allez voir dans les bouquins, ce sera la même chose. Vous allez voir des vidéos, les procédures sont les mêmes. Parce que l'Afrique n'a pas fabriqué les ressources, on n'a pas inventé. Ok? Alors, donc, une fois qu'on a fini le processus de l'acquisition, on a fait les évaluations des différents tests, l'une des phases qu'on néglige véritablement et qui est critique, c'est la phase d'intégration. Oui, on recrute mademoiselle Mylène. Avant qu'elle n'arrive, ok, personne n'en parle, personne ne dit quoi que ce soit, d'accord? Mademoiselle Mylène arrive, là, le directeur ou le chef du département, c'est bon. Écoute, Rose, bon écoute, tu vois avec Mylène, c'est la nouvelle, hein? Ok les gars, c'est la nouvelle. Trouve une chaise, trouve une table, là, et puis bon, on va avoir 2 ou 3 choses à faire. Ah, j'ai vécu ça. Oh, mais quel effet ça t'a fait? Moi, j'étais dans une grande société. Mais ça arrive! Je vais taire le nom. J'étais stagiaire là-bas. On est là, on fait nos tâches de stagiaire, et puis il y a une dame qui arrive. Elle entre. On lui dit, assieds-toi là-bas. Elle s'assoit, elle croise les bras. On regarde. Elle n'a rien à faire, voilà, parce qu'on On se regarde, je dis pratiquement pendant une semaine, c'était la ravagière. On lui a dit, c'est là-bas qu'elle s'assoit, elle s'assoit. À 13h, elle se lève en pause comme nous tous, en 15h revient. Elle n'a pas encore Pendant une joué. semaine, c'est dans la dernière affaire, mais elle était recrutée. Yeah. C'est après, comme toujours, il y a toujours des bruits de couloir et tout, on a compris en fait qu'elle est recrutée. Et le compte, c'est que le responsable des RP, parce que je crois que en relation publique, le responsable des RP ne savait même pas qui c'était. Bon, et ça, donc ça veut dire que lui, le responsable de chef de ce service, n'a même pas participé au processus. Certainement. Il n'a même pas fait la demande. Il n'a même pas fait la demande. Il n'a pas émis de demande. Il n'a pas émis de demande. Il n'a pas émis de demande. Et là, ça veut dire simplement que ce poste qui a été pourvu ne répond pas à un objectif stratégique de performance. Ça va venir gonfler la masse salariale, mais ça n'aura pas l'impact qu'il faut.
Parce que quand vous regardez l'organisation du travail au quotidien, ce chef du service, il sait que il a reparti les tâches comme il se doit, il n'a pas de boulot à donner à cette dame. Et c'est clair. C'est clair, donc il ne faut pas tomber dans ce jeu. Ok? Et donc, je disais, l'intégration est une phase qu'il faut prendre très très au sérieux. Il faut déjà définir, en tant que responsable des ressources humaines, une procédure d'intégration. Vous devez écrire cette procédure. Comment vous voudrez que l'intégration se fasse? Une semaine avant, qu'est-ce qui doit être fait? Un mois avant l'arrivée de l'employé? Ou quand l'employé arrive, comment est-ce qu'on le reçoit? Est-ce que c'est le responsable des ressources humaines qui fait le tour, c'est le chef du département, etc., etc. Et puis, à l'intérieur, une fois qu'il rentre, qu'est-ce qu'on doit lui donner? C'est ce qu'on appelle un kit d'intégration. Il doit recevoir le règlement intérieur qu'on met dans son contrat, il doit avoir un kit avec toutes les procédures. Ensuite, faut-il qu'on lui trouve un tuteur, un mentor, pour l'aider? Le premier mois, le deuxième mois, il arrive parfois où des gens rentrent dans l'entreprise, ils ne savent même pas où se trouvent les toilettes. On lui a dit, assieds-toi là, c'est fini. Et cette dame ou ce monsieur sort du bureau, il va aller demander au vigile, dehors, ou à la porte, excuse-moi, la cantine, c'est pas grave, etc. C'est pas bon. Et on dit que 60% des échecs, 60% de turnover, des départs, après 6 mois, à l'intervalle de 6 mois de recrutement, provient d'une mauvaise intégration. Ça, c'est les statistiques européennes. Ok? C'est bon? Alors, donc une fois que vous avez fait l'intégration comme il se doit, vous avez mis en place votre procédure, vous devez former les chefs de département, vous devez parler avec les chefs de service pour que cette procédure soit intégrée. Et vous devez mettre en place une grille d'évaluation, ce qu'on appelle le suivi post-intégration. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, 1 mois, qu'est-ce qu'il doit suivre, qu'est-ce qu'il doit avoir fait, etc. pour vous permettre. Parce que si vous ne le faites pas, à la fin, après le trimestre, on vous dit, le monsieur, il a été recruté, l'essai n'est pas concluant. Pourquoi l'essai n'est pas concluant? Si l'essai n'est pas concluant, ça veut dire qu'on a mal évalué. L'étalonnage qu'on a fait pour le sélectionner, ça veut dire qu'il y a un problème, on doit revoir le processus de recrutement. Si vous ne pouvez pas mettre en place tous les outils techniques, avec tous les panels, avec tous les éléments scientifiques normaux qu'il faut pour recruter de façon objective, et ce gars a un essai non concluant. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois. Et puis bon, ça ne gêne personne. Ça veut dire simplement que notre processus, nos outils de recrutement doivent être revus, évalués. Et si ce n'est pas les outils, ça veut dire qu'en interne, on a une politique managériale d'intégration, une politique d'intégration qui pose problème, clairement. Ok? Bien. En formation, il y a 2 approches. Il peut me faire le plaisir de nous dire quelles sont les 2 grandes ingénieries qu'on a en formation. Si vous trouvez, je vous mets au bout, je fais le tour du quartier avec vous. Les 2 grandes ingénieries dans la formation. Vous allez entendre parler de l'ingénierie de la formation et l'ingénierie pédagogique. Vous retenez ça? L'ingénierie de la formation, l'ingénierie pédagogique. Ce que je suis en train de faire, c'est l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique consiste à partir d'une idée, d'un besoin, formuler des modules ou des séquences de formation, les préparer, les dérouler ces séquences de formation, ensuite évaluer. L'ingénierie de la formation, c'est partir des besoins d'un certain nombre d'employés, collecter les besoins, mettre en place un plan de formation, ok, faire valider ce plan de formation, trouver les compétences, les cabinets ou les compétences en interne qui vont faire ces formations, faire l'administration de ces formations, gérer toute la communication pour que les participants puissent arriver, la formation se fait, et ensuite faire l'évaluation. Vous voyez que ces 2 ingénieries sont complémentaires. L'un est l'administration de la formation, l'autre le département des ressources humaines, au département formation. Bon nombre, 80-90% font de l'ingénierie de la formation. Ils ne font pas l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique demande que vous soyez formés aux techniques pédagogiques d'élaboration de contenu de formation, de séquences de formation. C'est ce qu'on appelle les ateliers de formation des formateurs. On vous apprend à partir d'une idée et former. Là, je suis parti d'une idée des assistants, des secrétaires qui m'ont approché, qui m'ont dit qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour nous pour que dans le cadre de notre métier, où on nous envoie faire la CNPS, on nous envoie gérer les dossiers administratifs,
Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour nous permettre de partir du poste du profil de cet assistant au profil de responsable de ressources humaines? Et chaque année, on déroule une fois dans l'année le programme de formation des formateurs. On le fait une fois dans l'année. Ça prend 4 jours. Oui. Oui, on le fait ici. Oui. Cette année, on va le faire. On le fait en août, n'est-ce pas? On le fait en août. C'est au bord de l'eau. Totalement 4 jours au bord de l'eau. On travaille au bord de l'eau et c'est super ça. Vous partez de votre idée, une petite idée, une formation que vous voulez bien mettre en place et on vous donne la démarche, on vous accompagne pendant les 4 jours jusqu'à ce que vous montez la séquence et vous venez présenter devant le panel, on évalue, on vous aide à corriger. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Ça, je l'ai fait l'année dernière dans l'entreprise où je suis. Pour ta gouverne, en ce moment, j'ai une équipe de 50 formateurs maintenant. 50 formateurs qui sont opérationnels. Vous pouvez y arriver. Et il faut que vous fassiez une distinction très claire entre ces deux ingénieries. Ok? Quand on va arriver sur le module gestion de la formation, on va voir l'ingénierie. L'ingénierie qu'on voit généralement qui est l'ingénierie que vous utilisez régulièrement quand vous êtes responsable de ressources humaines, c'est l'ingénierie de la formation. Partie des besoins, les outils vous permettent de collecter les besoins, mettre en place le cahier de charges, okay, que vous donnez au cabinet pour vous faire les contenus, comment vous évaluez, comment vous collectez, comment vous faites le plan de formation. Vous allez rédiger tout ça avant de partir ici. Okay. Maintenant, la deuxième ingénierie, si vous avez le temps, vous êtes encore un peu libre. Quand vous allez voir les annonces,